Merci, Monsieur le Président. J'espère que les propos que je vais tenir ne seront pas en contradiction avec ce que diront les experts tout à l'heure. Mais en tout cas, effectivement, je les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir, et tout à l'heure, de nous présenter effectivement leur point de vue sur la question des protéines. C'est vrai que cette question est depuis très longtemps et sur la table de l'Europe en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons abordé la question des protéines à la fois dans l'alimentation animale, mais aussi dans l'alimentation humaine, sans se soucier des autres problématiques que nous rencontrons dans le secteur de l'environnement, du climat, etc. C'est ce qui m'autorise aujourd'hui à penser que le thème de la protéine en Europe est un thème important et qu'il faut le replacer, me semble-t-il, au sein d'une problématique plus large. La question de l'énergie et des protéines est une composante essentielle et indispensable à notre alimentation. Elle est consommée sous forme végétale et sous forme animale et se trouve présente dans la plupart des productions agricoles de façon variable suivant les espèces. Pour répondre à nos besoins alimentaires, notre agriculture s'est transformée sous l'influence de la PAC. Elle s'est intensifiée, les marchés des produits agricoles et de matières premières se sont ouverts, les exploitations se sont spécialisées, occasionnant d'importants mouvements d'intrants azotés, notamment sur de longues distances. Et pour les matières premières riches en protéines destinées à alimenter nos élevages, avec l'impact que l'on sait sur les flux et sur l'environnement et le climat. La problématique protéine est en effet complexe. Elle se trouve entre deux grands enjeux auxquels il nous faut aujourd'hui répondre. La question de la sécurité alimentaire d'une part et aussi un enjeu environnemental et climatique que j'évoquais déjà. Sur la question de la sécurité alimentaire, le flux d'approvisionnement en protéines végétales importées dans l'Union sont nécessaires aux besoins des animaux d'élevage. Le marché mondial des protéines associé à celui des tourteaux de soja a connu ces dernières années une évolution considérable, susceptible de générer demain des tensions si les tendances actuelles se poursuivent en raison de futures évolutions démographiques et économiques de certaines régions du monde devenues de très gros consommateurs de protéines et de protéines, en particulier de viande. Je voudrais surtout vous rendre attentif à un fait. La Chine, et je l'ai dit tout à l'heure, qui absorbe la plus grosse part de soja du monde et qui s'approvisionne auprès du premier producteur du monde, qui est le Brésil, a mis sur pied une stratégie de sécurisation de ses approvisionnements qui peut demain voir menacer nos propres approvisionnements ainsi que celui d'autres acheteurs de soja. Elle contrôle directement la production du Brésil en investissant massivement sur place dans la production, dans les infrastructures de transport, notamment portuaires, et aussi de transformation dans les usines de trituration et pour diriger la production sur son propre marché. À cela s'ajoute que l'extension des surfaces de soja au Brésil exerce de fortes pressions sur l'environnement et le climat par la destruction des sols et de la forêt amazonienne, sans oublier non plus que la plupart de la production brésilienne est issue d'OGM boudés par une majorité d'Européens. En ce qui concerne l'enjeu environnemental, la production de protéines végétales par l'utilisation de l'azote a aussi un impact environnemental considérable. En effet, l'atome d'azote, qui est aujourd'hui très stable dans l'air, liaison triple azote-azote, est en revanche hautement réactif lorsqu'il est apporté sous forme d'engrais de synthèse pour nourrir les plantes, mais il génère, comme vous le savez, des pollutions par un effet en cascade, notamment des systèmes hydro. Par ailleurs, ces engrais de synthèse, qui représentent la plus grande source de l'aliment de la plante, produisent beaucoup de gaz à effet de serre lors de leur fabrication, mais aussi lors de leur épandage dans les champs en raison d'émissions de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre qui, comme vous le savez, est 300 fois supérieur à l'effet CO2. Il importe dans ces conditions d'assurer un meilleur bouclage du cycle de l'azote en valorisant davantage les cultures de légumineuses, seules plantes capables d'utiliser l'azote de l'air. Nous le voyons, notre système alimentaire ne peut plus se satisfaire de simples ajustements en besoin de matières premières végétales riches en protéines importées et production massive d'engrais azotés. Ces ajustements pouvant entraîner des déséquilibres locaux et des tensions internationales,
il nous appartient de repenser en profondeur un système agricole alimentaire durable dans lequel la protéine doit trouver toute sa place afin de nous donner le plus possible de marge de manœuvre et d'action pour réduire notre dépendance en protéines végétales. Cela suppose de mettre en œuvre au plan européen un plan ambitieux et large de développement durable des cultures, quelle que soit leur teneur en protéines, et en nous inscrivant dans un changement de nos modèles de production. Ce plan doit poursuivre de multiples objectifs, s'adresser à l'ensemble des ressources et donc aux cultures qui entrent dans l'alimentation humaine et celle de nos animaux d'élevage, se pencher plus spécialement sur le potentiel offert par la famille des cultures de légumineuses, qu'elles soient à graines ou fourragères, qui, comme je l'ai dit, grâce à leur système symbiotique, ne nécessitent pas d'apport d'engrais de synthèse et donc ont un gros intérêt agronomique. Viser une production de biomasse maximum en développant des bonnes pratiques par un couvert végétal tout le long de l'année, dont une part pourrait être consacrée à la fourniture protéique. Développer des filières territorialisées de production et transformation nouvelles concernant le développement, par exemple, de la culture du soja, avec des variétés sans doute mieux adaptées à nos climats et plus prometteuses, mais aussi toutes les cultures protéiques. Accompagner les prises de risque d'acteurs souhaitant se lancer dans de petites filières. Promouvoir partout où cela est possible les associations de variétés, de mélanges de cultures dans les zones herbagères et céréalières, graminées, légumineuses, comme la luzerne, le trèfle, le méthyle, associations céréales légumineuses notamment. Engager les travaux de recherche sur la sélection de variétés et d'espèces nouvelles, sur l'amélioration des teneurs en protéines des aliments, sur l'amélioration de la digestibilité des aliments pour animaux. Favoriser l'agriculture de précision pour ajuster au plus près les apports azotés des plantes, les rations des animaux, ainsi limiter les gaspillages. Favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances par la formation. Soutenir toutes les formes d'innovation et de recherche appliquée en mutualisant les expériences et les savoirs, en s'appuyant sur les acteurs de terrain qui disposent souvent de solutions innovantes. Développer la logistique, les capacités de stockage et les modalités de transport. Plusieurs politiques communautaires ayant une incidence sur les protéines doivent être mobilisées et mises en cohérence pour venir étayer le plan protéines européen. La PAC, bien entendu, le cadre actuel offre déjà des moyens d'action. Au sein du premier pilier, 2 mesures ont un intérêt pour la protéine, le paiement en verdissement et le paiement couplé volontaire. Il faudrait certainement légèrement les adapter pour les rendre encore plus opérationnels, mais il y a aussi le pilier du développement rural qui offre une série de mesures comme les mesures agro-environnementales et climatiques. Au-delà de ces mesures, nous pouvons nous interroger pour le futur de la PAC sur la création de dispositifs supplémentaires, un soutien spécifique au mélange de cultures, une aide aux services écosystémiques apportés par les cultures des légumineuses, des plans nationaux obligatoires à la protéine végétale, comme ça a été fait pour l'apiculture, un soutien spécifique à la prise de risque afin de lancer les filières protéiques, une initiation au recours du numérique et aux outils de précision pour assurer l'équilibre des rations animales et des apports d'engrais. On peut imaginer aussi de faire intervenir le FEDER en soutien agricole. La politique de recherche, ça a été dit tout à l'heure, la question de la recherche publique est une question tout à fait importante qui nous permettrait aujourd'hui d'aller plus loin dans le travail qui est entrepris et de disposer de bilans exhaustifs à l'ensemble des travaux. La politique de voisinage, qui me paraît importante aussi, puisque nous sommes déficitaires, nous risquons d'être déficitaires en apport protéinique. Pourquoi ne pas travailler avec l'Ukraine, qui est un voisin aujourd'hui disponible et avec lequel nous pourrions passer des accords? Je vais écourter mon propos. Et, par contre, je voudrais, avant de conclure, simplement profiter du rapport pour dire que les accords de Blair House, adoptés en 1992 et repris par l'OMC, et qui consacrent un chapitre aux protéines, sont, de mon point de vue, aujourd'hui dépassés et ne correspondent plus à la réalité de notre temps, en particulier sur les défis mondiaux, sur l'environnement et le réchauffement climatique qui nous poussent à repenser nos modes de production et de consommation. Je voudrais dire, bien sûr, que je serai à l'écoute de tous mes collègues pour enrichir le rapport. Je pense qu'il y a effectivement des positions qui peuvent être divergentes. J'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup rencontré d'acteurs, j'ai beaucoup rencontré d'exploitations, de fermes modèles, de fermes expérimentales, des coopératives et tous ceux qui contribuent justement à la promotion des protéines
en Europe. Et je pense qu'effectivement, là, il y a des belles pistes pour rendre notre autonomie protéinique au niveau européen. Je vous remercie.